Bonsoir et bienvenue. Ce soir, nous accueillons Stéphanie Binder et Philippe Bébou, architectes et urbanistes exerçant à Lausanne. Professeurs invités à la section d'architecture, ils enseignent dans le cadre du mineur en développement territorial et urbanisme. Cet atelier interdisciplinaire est offert aux étudiants master des 3 sections de la faculté ENAC. 2B Architectes, stratégie urbaine concrète, est fondée en 1998 par Stéphanie Binder et Philippe Bébou, tous deux diplômés de l'EPFL. Très vite, leur intérêt se porte sur la question urbaine. Leur démarche de projet se fonde sur la récolte et l'analyse de données relatives au contexte prises dans un sens large. Territorial, historique, social, politique, culturel, etc. Ce processus leur permet de questionner différentes échelles, de celle du jardin à l'échelle territoriale des stratégies urbaines de développement, de travailler aussi bien le vide des aménagements urbains que le plein des bâtiments, et d'explorer l'éphémère comme le permanent. Stéphanie Binder et Philippe Bébou ont une approche pluridisciplinaire et travaillent systématiquement par variantes, selon eux, seules démarches capables de questionner et d'intégrer l'ensemble des paramètres. Par stratégie urbaine concrète, ils entendent non pas une démarche théorique, mais des stratégies de projet qui apportent des réponses raisonnées et matérielles aux contraintes et questions posées. Ils énoncent un nouveau contexte spatial, le glocal. Bien que pris dans un processus de globalisation, le champ de l'architecture reste toutefois dans une réalité locale et régionale dès lors qu'elle se matérialise. Global et local semblent alors indissociables. Ce nouveau contexte spatial, un monde en réseau qui écarte l'opposition au centre-périphérie, offre de nouvelles réponses sous forme de stratégies urbaines concrètes. Parallèlement à leur bureau, 2B Architectes se consacrent à l'enseignement et à la recherche. Ils sont professeurs en architecture et urbanisme à la HES de Berne dès 2005. Ces recherches, motivées par la question du vide, valent à Stéphanie Binder un doctorat, le vide, nouvelle stratégie urbaine, qui aboutit en 2011. Plusieurs mentions jalonnent leur réalisation, comme par exemple le centre communal de Corpato, la place du Mollard à Genève ou le pavillon suisse pour Arco à Madrid. Un aperçu de leurs travaux est aujourd'hui disponible dans de nombreuses publications. Je passe maintenant la parole à Stéphanie Binder. Je vais allumer ça. Merci Laurence pour cette introduction. Merci pour cette invitation à l'EPFL et merci à Archisoum pour l'organisation de cette conférence. On vous propose une conférence en 2 parties. Moi, je vais vous présenter notre démarche générale de projet au travers des notions, des références, des citations et des projets propres à nous qui sont importants pour nous. Et Philippe Bébou va par la suite, après, faire une présentation beaucoup plus détaillée des projets de notre bureau de architectes. Dans les paysages urbains, illustre les champs d'intervention de notre pratique qui se situent autant dans les paysages urbanisés que dans la ville paysagée, contexte contemporain composé de substances urbaines de plus denses ou plus diffuses. Mais l'urbain n'est pas seulement lié au contexte physique, comme l'exprime la notion de polis dans le grec antique qui désigne une cité-État définie autant par ses citoyens, une donnée sociale, que par son urbanité construite et son territoire, une donnée spatiale. Notre travail prend en considération ces contextes multiples et leurs dimensions diverses, autant physiques que sociales, politiques et financières, en se confrontant et en travaillant avec ces données, allant parfois jusqu'à se rendre et s'abandonner à leurs contraintes, lorsque ces dernières donnent du sens au projet.
Le but est toujours le même, donner une réponse spécifique et raisonnée à l'urbanité contemporaine, et c'est quelle que soit l'échelle d'intervention. Ces dernières sont vastes, du projet dit classique d'architecte, villas, immeubles, logements, écoles, bâtiments publics, à des plans d'urbanisme et l'aménagement du territoire, en passant par des aménagements d'espaces publics, des interventions éphémères, des ouvrages d'art et des jardins. Notre démarche n'est pas liée à une recherche de forme, car cette approche nous paraît impossible pour agir dans ces contextes et ces échelles multiples. Les projets se développent sous forme de stratégies qui sont seules capables, selon nous, de réagir avec les données complexes de la ville contemporaine, car elles proposent une démarche de projet et non une approche formelle. Stratégie qui vient, c'est une dérive du grec stratos, qui signifie armer, et agent, qui signifie conduire. Nos stratégies agissent dans les paysages urbains avec le vide, car le bâti, le plan, n'est plus représentatif de l'urbanité diffuse contemporaine. Cette dilution du monde urbain dans les campagnes n'a pas cessé de progresser au point que les fameux couples bien distincts, ville et paysage, plan urbain et vide paysager, s'entremêlent jusqu'à l'imperceptibilité de l'un et de l'autre. On parlera ainsi de villes diffuses, ou comme André Corbeau d'hyperville, mais plus exactement d'une ubiquité complète de la ville et du paysage. Souvent décrite comme non urbain et autre que la ville, cette évolution est pourtant bien réelle et se laisse facilement constater et appréhender, et constitue, selon nous, loin d'une vision romantique et fantasmée d'une ville-centre au milieu d'un paysage, la ville contemporaine. Il est donc de se rendre de cette réalité et de faire avec la situation actuelle. Une piste est de changer radicalement le point de vue, d'examiner le développement urbain depuis le paysage et par conséquent de créer des outils adéquats pour une approche inversée de l'urbanisme impliquant et utilisant des notions comme le vide. Voilà, bonsoir. Alors peut-être le défaut des jeunes bureaux, c'est qu'ils ont toujours l'envie de montrer un peu trop de choses. Vous me direz si je suis trop long, il y a peut-être un peu trop de projets. On est quand même retourné un tout petit peu en arrière dans la chronologie. On n'est pas remonté jusqu'en 98, heureusement. Mais je vous propose en fait de remonter en 2002, il y a 9 ans, et de vous présenter 9 projets qui illustrent d'une certaine façon cette approche. Alors vous verrez que formellement, les projets ont l'air différents, mais qu'au niveau de leur stratégie d'élaboration, ces projets se recoupent, se regroupent. Donc premier projet Pavillon Suisse, concours 2002, réalisation début 2003, un concours lancé par Pro Helvetia pour Arco. Donc Arco, c'est une foire d'art contemporain à Madrid. Moins importante qu'Art Basel, bien sûr, mais très importante puisqu'elle touche tout le monde latino, enfin hispanique, l'Amérique latine notamment. Donc la Suisse est l'hôte d'honneur de Arco en 2003 et pour la première année, les autorités espagnoles proposent aux pays invités de produire ce qu'ils appelaient un échantillon d'architecture. Donc c'est une question assez difficile, qu'est-ce que c'est un échantillon d'architecture? Pour Helvetia organise un concours, choisit 5 bureaux représentatifs selon eux des 5 régions je dirais économique suisse, c'est un bureau bâlois, un bureau zurichois, un bureau des Grisons, un bureau tessinois et nous pour la Suisse romande sur un dossier, sur une présélection, et lance le concours. Donc le site d'intervention était le Comte des Douquets, donc ce grand bâtiment, ex-bâtiment de l'armée militaire, qui est un centre maintenant culturel avec ses 3 cours, et donc cette cour-là était le lieu finalement, le site d'intervention. Vous voyez la cour,
avec une contrainte que tous les concurrents ont eue, c'est-à-dire on avait beau imaginer faire un très bel objet, où est-ce qu'on allait poser cet objet dans cette cour. Donc très vite, on s'est rendu compte qu'on était dans des données peut-être de ce qu'on peut appeler le contexte programmatique, la commande, c'est-à-dire un jury avec 2 architectes, Baldeweg et Annette Gigon, mais beaucoup de gens finalement pour Helvetia, Avenir Suisse, du ministère de la Culture espagnol. Et donc finalement un enjeu, je dirais, d'image, un enjeu de présence de la Suisse, plus qu'un enjeu peut-être d'architecture. Donc nous on était là avec ces contraintes, un programme extrêmement flou, on ne savait pas trop si on allait projeter de la vidéo, faire des spectacles de danse, du théâtre, exposer les tableaux, enfin disons, ça devait être une boîte à tout faire. Et puis cet enjeu de qu'est-ce que c'est la présence de la Suisse à Madrid, en Espagne, et donc l'envie peut-être d'être un peu schizophrène et de prendre un petit peu des deux. C'est-à-dire à l'époque, en 2002, on est quand même conscient que les architectes suisses ne font plus des boîtes suisses, mais la Swiss Box a été un archétype pendant toutes les années 90. Donc conscient de ça, conscient qu'effectivement l'enjeu de la forme s'était un peu déplacé, on avait quand même l'envie, pour répondre à la commande de l'échantillon, de peut-être travailler pour une ultime fois, je dirais, cette Swiss Box. Donc l'idée de travailler peut-être le motif de la Suisse, et puis un autre élément qui nous intéressait dans cette cour, comment attacher le pavillon. Finalement, cet usage de textiles en Espagne, les toldos que vous voyez sur l'image, qui sont utilisés pour couvrir les rues dans le sud du pays, nous paraissait être un élément intéressant. Donc bien sûr les 2 couleurs de la bannière suisse, rouge, blanc, on voit James Turrell ici, et puis cet enjeu de la forme, on n'est pas les premiers, là vous voyez des esquisses de Max Bill pour un pavillon pour l'exposition universelle de New York en 1939, donc c'est clair cette sorte de fascination pour cette forme un peu stérile, mais aussi un peu parfaite, comme ça, équilibrée dans ses proportions, la croix suisse. Et puis très vite, ça c'est une image du concours, l'idée que si on arrivait à faire ça, la présence suisse à Madrid était d'une certaine façon assurée, enfin qu'en termes de respect de la commande, je m'explique, donc là pour nous les données du contexte, c'est surtout la commande dans ce projet-là. Si cette image pouvait être faite, elle était extrêmement parlante et suffisante pratiquement pour le concours. Donc quand même une architecture ensuite à faire, donc superposition de ces 2 boîtes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 2 vieilles Swiss Box ? Peut-être les superposer, les croiser, créer différents espaces, tendre une toile entre le Conde Duque, la cour, donc les façades et le pavillon, et donc finalement plus poser la question de où je pose mon pavillon dans la cour, puisque déjà en rentrant dans la cour on était sous la toile et donc déjà en partie dans le pavillon. Donc je passe assez vite sur les coupes, ou peut-être vous pouvez comprendre assez vite qu'il y avait différents types d'espaces, et on avait des espaces extérieurs ouverts, puisqu'on ne savait pas trop ce que Pro Helvetia voulait exposer, un espace fermé à l'étage, et puis un espace d'entrée, et des espaces donc sous les grands porte-à-faux. On a quand même là 13 mètres de porte-à-faux. C'était un exercice assez complexe avec les ingénieurs. Les 2 plans, donc le plan de rez-de-chaussée à gauche, le plan de l'étage à droite, avec la présence de la toile. Autre enjeu, sous la cour du Conde Duque, on avait 3 niveaux d'archives, donc des contraintes de charge qui devaient être extrêmement réduites, donc plutôt une ossature légère, en l'occurrence en bois ici, des matériaux déjà finis, donc une enveloppe en polycarbonate, là aussi légère, et puis surtout un temps de chantier extrêmement court, puisque vous voyez, le 11 janvier 2003, ça commence, finalement pour être inauguré 1 mois plus tard. Donc un bâtiment qui n'est pas si petit, puisque les boîtes font 35 mètres par à peu près 12 mètres 50, 13 mètres, donc pas un tout petit bâtiment, et donc un temps de réalisation extrêmement court. Donc 11 février, 22 février, 1er février, pardon, 22 janvier, 1er février, 7 février, et puis le 11 février, inauguration avec couche-pain, enfin toutes les politiques et le monde de la culture qui étaient là pour la présence de la Suisse à Arco. Quelques mois après, des atmosphères peut-être un peu plus calmes, donc ce que j'expliquais, finalement déplacer la contrainte de comment positionner un objet dans une cour. On est sous la toile, on est déjà dans le pavillon. On est sous le porte-à-faux, on a déjà un autre sentiment. Donc essayer finalement des spatialités relativement simples, mais essayer de comprendre ce que ces spatialités peuvent entraîner comme sentiment. L'objet, alors un peu sculptural, c'est clair. Et puis une inversion, lorsqu'on rentre dans la cour, l'absence du rouge. On est entre la cour blanche, donc l'archétype, un des archétypes de l'architecture espagnole, le patio. On est un peu entre la cour blanche et puis presque un univers
glacier, avec le polycarbonate. C'est presque un paysage de neige d'une certaine façon. Enfin, voilà, toujours cette dichotomie, un peu cette schizophrénie entre ces deux mondes. Et puis à l'étage, eh bien, des espaces modulables. Alors, pas de détails suisses. Tout est géré par la couleur parce que des temps de chantier trop courts, parce qu'une entreprise générale et parce que donc l'impossibilité de faire des choses à fleurs, mais plutôt de jouer sur des effets. Donc voilà, ces éléments qui peuvent se fermer, parce que, je le répète, on ne savait pas si on allait projeter ou faire des spectacles dans ce type d'espace. Et puis, alors effectivement, cette présence de la croix, mais qui était relativement absente au niveau du rez, visible depuis les étages du bâtiment autour. Et alors, ce bâtiment est resté 2 ans, il devait rester une année, il est resté 2 ans, et étrangement, ça c'est toujours les joies de la toile. En 2008, on trouvait encore cette image, qui est réelle, celle-là, qui n'est pas l'image du concours sur Google Maps. Moi j'aime bien cette idée, on aime bien cette idée il y a des temporalités comme ça différenciées maintenant entre les mondes réels et les mondes virtuels. Donc le bâtiment a vécu un peu plus longtemps sur le net. Un projet là aussi de 2002, mais cette fois d'espace urbain, d'aménagement urbain, réalisé en association avec Stéphane Collet, architecte, et Cécile Presser, architecte paysagiste, et dès le stade du concours, Christian Robert Tissot, qui est un artiste à Genève. Place du Mollard, donc on est autour de la rade. La place du Mollard est celle-ci. Vous avez Fusterie, Mollard, Longemal, donc la vieille ville de Genève. Et puis, au fil du temps, au fil de l'histoire, la vieille ville qui a pris sur le lac. On voit ici les différentes séquences de prises, entre guillemets, sur le lac, d'emprise sur le lac. Et vous voyez ici ce qui est la place du Mollard. C'est-à-dire le Mollard, tout comme d'ailleurs Fusterie, alors avec des dimensions moins généreuses, et Longemal, ont été des ports jusqu'au XVe siècle. Le Mollard, en plus, dans l'étymologie de son nom, conserve cette histoire liée à l'eau, puisque le môle, c'est la digue, et le Mollard était un port jusqu'au XVe. La ville a grandi en prenant sur les rives au fil du temps. Les 3 places donc, qui sont là, qui génèrent une sorte de réseau d'espace public. Donc, de nouveau, comment intervenir dans l'espace urbain ? À Genève, en plus, on a ici une expérience, je ne sais pas si elle est heureuse ou pas, mais extrêmement difficile à gérer sur la durée. Les Rubas ou le pool qui est intervenu à l'époque a travaillé avec une multitude de matériaux, de dessins, donc une approche assez dessinée, on pourrait dire un peu formelle peut-être. Donc nous, on voulait essayer d'être dans quelque chose de peut-être un peu plus abstrait. On se disait, mais finalement, cette place, il y a des bistrots, donc elle marche. C'est vrai qu'elle n'attend pas des architectes. Il n'y a pas besoin d'architectes pour forcément générer de l'activité urbaine. Donc, peut-être une approche un peu en retrait, en se disant, l'enjeu, c'est de faire peut-être presque rien et d'être sur parfois une banalité assumée et parfois peut-être un peu plus, cette métaphore de la présence de l'eau. Retrouver les qualités perdues, le Mollard, c'était une place d'échange, c'est clair. Là, on voit en plus les dômes des Huguenots, les surélévations lorsque les Huguenots sont arrivés à Genève. C'était une place d'échange, c'est-à-dire marché, débat politique, débat social, on s'y affrontait. Il y a eu des morts au Mollard lors d'émeutes à Genève, mais il y a plusieurs siècles de ça. Et donc un lieu finalement d'échange qui s'était un tout petit peu dilué, perdu. Je vous montre délibérément une image des années 50 où la bagnole est encore reine. On voit que finalement l'automobile a pris la place et cette place avait été reprise à l'automobile à la fin des années 80. La place était redevenue piétonne, mais comme finalement toutes les traces, toutes les cicatrices, tous les séquelles, vous voyez ici les bordures de l'îlot qu'on voyait sur l'autre rue, étaient encore là. Finalement, la place ne prenait pas, je dirais, beaucoup plus de force par rapport à son nouveau statut piéton. Donc je le répète, pas peut-être d'approche trop formelle, c'est un lieu qui a énormément de substance, il y a les halles du Mollard qui le bordent, il y a la tour du Mollard, donc pas besoin de rajouter beaucoup de choses. Donc l'idée de travailler avec le degré zéro de l'aménagement, le pavé, c'est l'élément qu'on retrouve dans la vieille ville à Genève. Et puis par contre, peut-être se questionner sur cette présence de l'eau jusqu'au XVe siècle, sur l'étymologie de ce nom, puis ramener peut-être une dimension un peu poétique à ce lieu, puisqu'il est très très présent dans la mémoire collective, c'est un lieu important à Genève. Donc travailler cette image un peu universelle du scintillement, aussi bien du soleil que celui de la lune sur l'eau. Donc voilà l'image du concours, c'est un bête collage, mais vous le comprenez, donc l'idée de prendre le pavé et puis de le tordre un peu en faisant un pavé luminescent et puis de placer dans une sorte de rythme aléatoire une densité de pavé qui va en croissance vers le lac
pour recréer ce motif. L'autre élément, sur la place existaient 3 platanes, ça a été de reconsidérer la place comme une entité, un tout, et donc de proposer de prolonger cet alignement de platanes pour retrouver la cohérence globale de la place. Vous voyez ici le plan masse du concours avec la densité de pavés. Il y a 1860 pavés, sauf erreur, qui ne sont pas du tout, positionnés de façon précise. L'enjeu n'était pas là. C'était aussi l'idée de dire, ces pavés luminescents, c'est une technologie LED, elle va peut-être... il y aura une usure avec le temps, donc comment est-ce qu'on peut anticiper sur des pavés qui tombent en panne? Je dirais c'est surtout en n'étant pas dessiné dans cette mise en place des pavés, et donc plutôt un jeu d'un quadrillage de 2 mètres par 2 qui ne se voit pas du tout, mais qui nous a permis de fixer des densités dans ces carrés de 4 mètres carrés, et ensuite le maçon prenait, il savait que dans ce carré-là, le carré E2 par exemple, il y avait 3 pavés lumineux, et il les mettait là où il les voulait, il le voulait, en choisissant les pavés comme ça au hasard, il y a différentes tailles. Donc ça nous plaisait, cette idée d'un automatisme dans le projet, de trouver une sorte de logique du projet plus forte que le dessin formel qu'on aurait pu faire au sol. Je l'ai dit, Christian Vertisseau, donc un artiste, a participé avec nous au concours. Très vite, quand l'idée des pavés lumineux est arrivée, il a proposé juste d'intervenir dans cet élément. C'est un artiste qui travaille pratiquement exclusivement avec le texte. Et donc pour lui, l'enjeu était de reparler de cette histoire d'échange finalement sur cette place, donc de partir sur 9 mots complètement banals du langage, du quotidien, vraiment, traduits à l'époque du concours dans 9 langues. On avait fait un choix un peu subjectif, vous l'avez compris, on n'aime pas trop les choix subjectifs, et pour le concours on avait 9 langues, et pour la petite histoire, quand on a gagné le concours, on s'est dit mais on a pris des langues et pas d'autres langues. Genève est une ville internationale. Comment on a pu faire un choix si, d'une certaine façon, personnel, quoi. Et on a cherché là aussi une sorte de logique automatique du projet. Et on a trouvé que, à Genève, on a le siège des Nations Unies. Et aux Nations Unies, il y a 6 langues officielles. Il y a 6 langues officielles. Il y a le français, il y a l'espagnol, il y a l'anglais, il y a l'arabe, il y a le russe et il y a le chinois. Alors, il n'y a pas les langues fédérales, il n'y a pas l'italien, il n'y a pas l'allemand. Mais de ce fait-là, le choix n'était plus subjectif, et c'est vrai qu'on n'a eu aucune remarque ou retour négatif de communautés étrangères dont la langue n'aurait pas été représentée. C'est vrai que si vous prenez l'arabe, pourquoi vous prenez l'arabe, pas l'hébreu? Pourquoi on prend l'espagnol et pas le portugais? Enfin, c'est sans fin ces questions. Et toujours le refus d'être dans une dimension... elle existe toujours, mais refuser au maximum la subjectivité, là on a trouvé ce moyen finalement de réduire encore le projet. Donc banalité du revêtement, le plan d'alimentation électrique, il n'est pas très net, mais vous voyez un peu cette question de densité en fait. Développement d'un prototype, maintenant c'est un truc assez courant, mais vous l'avez vu, le concours c'est 2002, il n'y avait pas beaucoup il n'y en avait pas, on n'en a pas trouvé en tout cas dans le commerce à l'époque, de pavés luminescents en LED. C'était quand même une technologie qui n'était pas... nouvelle, mais dans l'espace public, il y avait assez peu encore d'éléments. Et on a donc développé un prototype avec une boîte suisse-allemande qui, à l'époque, était spécialisée là-dedans. Et donc, fait des moules en résine avec les mots qui sont des vraies lettres, je dirais, en matière dans la résine. Et puis, ces moules prennent ces petits LED que vous avez vus là. Voilà. Et donc, la mise en place, je l'ai dit, un petit peu aléatoire, enfin dans une densité maîtrisée, mais aléatoire dans le positionnement et le choix des pavés. Et puis une absence, le pavillon n'est pas de nous à gauche, mais une absence complète, c'est-à-dire des fois aussi comme architecte, pourquoi vouloir rajouter, je ne sais pas, du mobilier urbain ou des choses. Voilà, cette place, elle vit, elle avait vraiment pas besoin de nous pour vivre, elle vivait déjà bien. Par contre, la reconnaissance vraiment d'un espace piéton, de sa programmation, cette nouvelle programmation, avec un traitement de façade à façade du pavage. Et puis une absence complète. La plupart des Genevois n'ont pas vu que la place avait été réaménagée parce qu'on est tellement habitué à ce caractère-là qu'on est dans la banalité. Par contre, la nuit, on vire presque au kitsch, mais on l'assume, c'est-à-dire que la place, elle vit de ces deux caractères. Et donc, on a, là, depuis les étages, on a une perception un tout petit peu de ce motif. Et puis, alors, j'ai appuyé ou j'ai pas appuyé? Oui. Et puis, de nuit, finalement, une place qui est assez appréhendable par tout le monde. Il ne faut pas être intellectuel ou architecte pour comprendre ou avoir du plaisir. Il y a une dimension ludique. Les gens, comme il y a beaucoup de touristes à Genève, les gens s'arrêtent quand la langue les interpelle. Et là, c'est une scène assez typique de gens qui retrouvent des mots, lisent des mots au sol, s'interrogent sur ce que veulent dire ces mots. Et puis donc cette sorte de présence silencieuse de cette histoire du lac Aumelard.
Et puis cette poétique dont je parlais tout à l'heure, du paveur, la main du paveur, ça on aime beaucoup, où vous avez ce genre de choses qui apparaissent, qui ne sont pas du tout voulues, maîtrisées, mais qui sont dans des accidents, des jolis accidents du projet. On fait aussi des bâtiments, donc un bâtiment classique, un bâtiment communal, une salle de spectacle, l'administration communale, à Corpato-Magnodense. On n'est pas loin de Fribourg, un concours gagné en association avec NBH, des architectes à Lausanne, avec une direction des travaux locale, Rufio Chéab, des ingénieurs, une paysagiste, Michel Robin. Donc là, un contexte typique du plateau suisse, un ex-village-rue qui a connu un fort développement, enfin Corpato-Magnodense, c'est donc une fusion de communes. Le Magnodense n'est pas sur l'image, la commune de Magnodense est au-delà de l'autoroute ici. Un village, oui, ex-rural qui a connu un énorme développement ces 20 dernières années parce qu'on a l'autoroute, vous le voyez, on est à 10 minutes, un quart d'heure de Fribourg, donc développement de zones de villas, de nouveaux habitants, des urbains comme nous qui viennent là. Et donc peut-être un enjeu pour nous, c'est un village-rue d'ex-ferme, mais un nouveau tissu et surtout deux populations, je veux dire celle qui a toujours été là et la nouvelle qui est arrivée ici. Donc peut-être avec un bâtiment public, l'enjeu aussi de faire un bâtiment identitaire pour les deux, pas seulement de se référer à une catégorie ou à une autre. Voilà, des images. Et pour l'anecdote, le terrain de la réalisation, qui n'était pas le terrain du concours, je vais y revenir. Donc là, le village-rue, le restaurant du village, le café du village, plus loin l'église. C'est pas une ferme fribourgeoise, les spécialistes le verront tout de suite, mais disons l'idée par contre de dire on est dans un tissu vernaculaire, la ferme, en tout cas c'est le cas aussi sur Fribourg, dans un seul volume, sous un seul toit, elle regroupe des programmes très différents, puisqu'on y habite, on loge les animaux et on garde les denrées, le foin. Donc l'idée d'associer plusieurs programmes dans une forme compacte, vernaculaire, pas d'enjeu de faire un toit plat pour être contemporain, dans ce cas-là. Et puis en se baladant dans le village pour le concours, une présence d'un matériau. Là vous voyez le socle de la ferme qui est pratiquement en face du terrain de la réalisation. Mais il y a 3-4 fermes avec des socles comme ça en tuf. Il y a l'église qui a du tuf, il y a les bâtiments communaux qui a du tuf, et il y a même un petit monument en tuf à l'entrée du village. Donc on découvre ça, on s'informe, et on retrouve qu'une carrière, là on est toujours à Corpato, on est juste en contrebas du village, une carrière est exploitée jusqu'aux années 50 de tuf. Et là on comprend que finalement, on peut travailler la banalité de la forme, mais par contre le matériau, s'il est identitaire, les gens, les vieux, entre guillemets, enfin ceux qui sont là depuis toujours, et les nouveaux, pourront s'identifier au projet, peut-être plus facilement. Et donc un projet qui est à notre sens hyper contextuel, je prends la forme qui est là, je prends le matériau qui est là, je fais un projet, mais qui n'est pas contextualiste. Je m'explique, le site du concours, c'est celui-ci. Donc ils nous donnent un site de concours ici, en périphérie, le village-rue, entre guillemets, là, vous comprenez avec la dimension des toits que les bâtiments anciens sont là, la route de Magnodense par là, et la carrière est ici. Et on nous donne ce site-là, on gagne le concours, et la première chose, c'est en juin, juste avant les vacances, on leur dit, mais c'est étrange, il y avait... je m'excuse, c'est toujours désagréable, mais je reviens. Il y avait cette ferme en ruine, elle était réellement en ruine, qui est là. Pourquoi vous n'avez pas pris ce site? Les autorités nous répondent que c'est toute une histoire, que ça fait des années qu'ils essayent d'acheter ce terrain, que la personne ne veut pas vendre. On part tous en vacances. Il se passe un mois et demi. En fin août, la syndic appelle, un tout petit peu stressée, en disant écoutez, la personne est décédée. Vous nous aviez parlé de ce site, mais on ne peut pas déplacer un projet, ça ne se fait pas. Et là, on saute sur l'occasion, on lui dit oui, allez-y, achetez. C'est anecdotique, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est pas un projet contextualiste, c'est-à-dire que c'est pas un projet qui s'est plié parce qu'il y avait un arbre, c'est pas un projet qui a reconnu une fenêtre d'un bâtiment à côté. Il est inscrit dans son contexte large du village, et c'est clair qu'il a beaucoup plus de sens sur la rue principale historique, et c'est clair que c'est un bâtiment qui a pu être déplacé. C'est-à-dire qu'il s'est déplacé, il a même été inversé sur le logiciel de dessin parce que le croisement de la rue faisait qu'on voulait retourner l'entrée. Et puis il a été réduit parce que bien souvent, quand on organise un concours pour le faire passer politiquement, on sous-estime un peu volontairement le prix du bâtiment. Il a été réduit d'un tiers. Et ce bâtiment, il a supporté tout ça parce qu'à notre avis, il n'est pas formel. S'il avait été dessiné dans une approche formaliste, il n'aurait pas supporté tous ces coups de poing dans la gueule qu'il a pris. Et donc, il s'est placé assez naturellement, avec beaucoup de plaisir, pour nous en tout cas, dans cette situation beaucoup plus stratégique, puisqu'on avait les bâtiments communaux qui est un peu éloignés, mais on a surtout les vieilles fermes qui sont là, l'église, le bistrot du village et la route de Magnodense. Donc une localisation beaucoup plus forte pour un bâtiment public qui rassemble en plus deux communes. Donc le plan masse.
les élévations du projet. Donc le bâtiment, il est, comme je l'ai dit, banal, un grand toit, asymétrique, parce que vous verrez, on utilise la symétrie pour avoir une salle de spectacle symétrique. Il est all over. Alors, maintenant on le voit beaucoup, je pense qu'on va aussi tous rigoler de ça dans 10 ans, mais là on est en 2004, je crois, 4. On a assez envie de faire ça, et surtout on a envie avec NB aussi, de pas le faire que banal, parce que c'est un bâtiment qui a amené à avoir à accueillir une salle de spectacle, pas une salle polyvalente, hein, c'est bien clair pour la syndic, c'est une salle de spectacle. Donc il y a une dimension culturelle, et si vous faites un bâtiment qui à la fin à cette forme-là est en éternite, il n'y a rien qui le distingue d'un hangar à port ou d'un hangar à tracteur à la fin. Donc pour nous, l'enjeu était d'être sur une sorte de limite, parfois un peu difficile, mais entre une banalité à assumer, affirmer, et puis finalement un bâtiment quelque part assez étranger pour assumer son caractère de bâtiment public. Donc le plan, très simple, assez congestionné, on voit la salle de spectacle, la scène, une arrière-scène qui s'ouvre, la partie administrative, le foyer qui gère l'entrée à la salle et puis la sortie des spectacles, mais aussi l'attente pour les bureaux de l'administration. Et puis comme souvent dans ces projets, là c'était les dernières années où il y avait des financements fédéraux pour les abris, l'enjeu pour la commune de faire un abri, surtout pour l'utiliser finalement pour les sociétés locales. Donc à la fin, vous avez la fanfare, les jeunes et des différents groupes d'activités sociales de la commune qui utilisent ces espaces. La symétrie dont je vous parlais, qui nous permet d'avoir une salle symétrique, le foyer dans cette partie-là. Donc à la fin, un bâtiment qui est à la fois complètement inscrit, matériaux, forme. Les habitants, c'est étonnant, il a été extrêmement bien reçu ce bâtiment, mais je m'adresse à des architectes, vous le voyez, il est quelque part aussi très étranger à ce contexte. Donc l'opportunité en plus de recréer une place publique, il n'y avait pas vraiment d'espace public dans cette commune, un bâtiment parfois très silencieux, presque un peu introverti, et donc cette toiture en tuf, et puis à l'intérieur, des dimensions, d'autres, caractères, d'autres atmosphères, une atmosphère assez froide, assez sonore dans le foyer et le couloir, qui dissocie la salle de l'administration. Et puis dans la salle, la symétrie de la salle, ce que nous a permis de faire cette forme de toiture, une salle où là on joue clairement sur le référentiel des salles années 50, villageoises, souvent en bois. Avec, par contre, comme la salle était censée accueillir aussi bien, pour l'inauguration, on a eu droit aux Young Girls et à Sophie Ungers, qui était là, mais qui était peu connue à l'époque, que des concerts de chant, de chorale régionale. Donc une salle qui aussi entre un caractère assez domestique et vernaculaire et de salle en bois de petites communes, et puis par ce jeu de claire-voie en fait du bois et du fond de la salle qui est noir, une dimension très variable, entre guillemets changeante dans la perception qu'on peut avoir de face ou en perspective dans la salle, où de face, c'est clair, le bois disparaît pour laisser la place au noir qui est à l'arrière. Le sous-sol, peu d'argent, donc juste un travail sur la couleur. Et puis le bâtiment qui s'inscrit à la fois dans le contexte et un peu étranger, assumant cette dimension spécifique d'un bâtiment culturel dans le contexte. Alors, je triche un peu, j'ai dit 9 projets, il y a 8 titres, parce que j'ai 2 projets pour la Sala. Donc 2005, concours Lausanne, place de la Sala, place et route de contournement. Alors on pourrait parler longtemps du projet de la route, qui était une donnée du concours. Je dirais peut-être l'erreur stratégique de la ville de Lausanne dans les années 30, c'est de ne pas avoir planifié dans le vallon l'extension de l'université. On aurait peut-être fait le learning à la place de Tridel, ici. L'Uni était dans la vieille ville, à Lausanne, elle aurait pu s'étendre dans la vallée du Flon, et dans les années 30, on planifie. La vallée du Flon, jusque dans les années 30, c'est une zone de loisirs. Vous avez des bains, il y a les bains, il y a des sources ferrugineuses, il y a les bains du docteur Tissot, vous avez le départ du funiculaire qui va à Sauvablin. Enfin, c'est une zone sublime, avec des cascades, le Flon descend à cet endroit, c'est magnifique. Et puis petit à petit, on va planifier une usine d'incinération, la première, après des décharges, et puis effectivement dans les années 50, quand on est dans le tout à la bagnole, on y planifie la pénétrante urbaine, qui explique pourquoi la rue centrale et la rue Saint-Martin sont si larges à Lausanne, c'est qu'elle rentrait au cœur de la ville. Donc à la fin, effectivement, on continue à y planifier des choses étranges, dont une usine comme Tridel peut-être, et le métro et une route. Maintenant, c'est des données, il faut faire avec, vous l'avez compris, nous on est plutôt dans l'idée de
peut-être retourner les contraintes, c'est-à-dire se dire, ben voilà, il y a des contraintes et qu'est-ce qu'on peut faire de positif avec ça. Donc on gagne ce concours d'aménagement urbain, donc place et mesures d'accompagnement de la route. Il faut savoir que la place de la Sala, c'est erroné, puisque c'est l'avenue de la Sala, que ce lieu, ben, en fait, c'est une avenue élargie, et que ce lieu a toujours été une interface de transport public. Jusqu'aux années 50, on y trouvait finalement la gare d'échange entre deux compagnies de tram, la compagnie de Lausanne et celle qui faisait la connexion jusqu'à Moudon, le fameux Lausanne-Moudon, mais c'est en fait deux compagnies, et les échanges, l'interface se faisait sur la place de la Sala. Donc finalement une coexistence assez heureuse, chevaux, trams, piétons sur cet espace, jusqu'à l'arrivée de la bagnole. Et puis quand même, une congestion forte du trafic. Là, vous voyez en plus des photos des années 80, on le voit à l'âge des véhicules, mais ça n'a fait que s'aggraver, je dirais, avec finalement l'extension des zones de construction dans le nord vaudois et donc beaucoup de mouvements pendulaires. Donc cette avenue élargie, on est dans une sorte de place continuum, en fait. Une topographie assez singulière à Lausanne, parce que plate, il y en a peu. Finalement, des données pour nous essentielles qui sont les données programmatiques, ce qui fait vivre une place. Je le disais pour le Mollard, c'est les programmes qui entourent la place. Donc maximiser les flux de part et d'autre de cette avenue, l'enjeu de recoudre un tout petit peu cet espace. L'autre élément qui était générateur de tout ça, c'est bien sûr le métro, le M2, qui amène un flux, donc qui amène une sorte de fréquence d'usage de gens qui sortent de la station. Donc finalement, alors là, vous me direz peut-être un dessin, une approche formelle, oui, mais plutôt une stratégie de dessin, c'est-à-dire d'amener finalement par un marquage de sol avec là le noir en l'occurrence correspond aux bancs de béton, d'amener un matériau qui n'est pas celui du routier habituel, en tout cas en Suisse, et d'amener un matériau qui symbolise finalement le nouvel usage de la place, c'est-à-dire piéton et transport public, et puis qui recouse, qui relie finalement jusqu'à la station M2 qui est à l'arrière des volumes. Depuis le projet, l'architecte a gagné un énorme concours ici de valorisation par du bâti, mais de recoudre finalement l'arrière, la station avec la place et les deux bords de la place. Donc un motif, vous le verrez, qui avait pour nous la capacité de supporter là aussi l'évolution, l'histoire du projet. Ce soir, le conseil communal doit se prononcer sur le vote du crédit de réalisation de la place. Donc je vous montrerai très peu d'éléments sur la place, mais plutôt sur les ouvrages annexes. Et le motif, c'est pas simplement modifié et réduit. Et puis une autre dimension, c'est ce côté linéaire, donc ces volumétries linéaires qui bordent la place, donc cette linéarité de cet espace. Et puis là, un travail, alors effectivement, avec les volumes du projet, c'est-à-dire pour nous, un des seuls enjeux qui permettent peut-être de changer le caractère de la place, qui est la plantation. Donc, proposition de planter 100 tilleuls. Les tilleuls sont l'essence présente sur la place et sur tout le Bugnon et jusqu'au début de la route de Berne. Planter 100 tilleuls en cordon, comme ceux qu'on trouve dans les parcs à Paris, Palais Royal notamment. Et puis de gérer aussi dans cette linéarité les abribus, qui étaient les éléments programmatiques du projet. La maquette du concours, donc c'est vieux, c'est 2005 le concours. Et une image du concours. Je passe très vite alors sur les deux objets que je voulais vous montrer. On l'a dit, on a selon nous, on aime un champ d'intervention assez large. Et là, je vais vous montrer deux ouvrages d'art, c'est comme ça qu'on les nomme habituellement, deux ouvrages d'ingénieurs qui occupent et qui ont occupé le bureau ces derniers temps. Le premier ouvrage, une passerelle piétonne qui est censée relier donc le futur aménagement de la place à une zone de loisirs qui est au-dessus de l'écran, planifiée par la ville, et à la grande zone de loisirs de Sauvablin qui est au-delà. Donc une passerelle piétonne, mais qui en fait est extrêmement visible depuis la route de contournement, donc ce tracé ici. Donc à la fois un ouvrage d'art classique de chevauchement qu'on a toujours sur les routes et notamment les autoroutes, et puis un caractère tout autre au-dessus, puisque c'est uniquement dévolu aux piétons, mobilité douce, et on va vers une zone de verdure. Donc jouer un tout petit peu de ces deux caractères, et puis faire avec, d'une certaine façon, une géométrie assez rigide de l'aménagement de la place, c'est vrai, on est dans ces ordres très perpendiculaires. Et puis finalement un tracé de route qui n'est pas du tout dans cette géométrie-là, mais que l'ouvrage va chevaucher. Donc finalement une autre géométrie que celle-ci. Et vous le comprenez assez clairement, l'ouvrage essaye de jouer avec ces deux géométries. Donc deux caractères, un caractère béton depuis le dessous et un caractère bois avec une auge complètement revêtue en bois au-dessus. Ça c'est une vieille image, le projet s'est réduit depuis pour des questions budgétaires. Donc voilà le projet qui est en train d'être exécuté en ce moment. Donc le point de connexion avec la station du M2, un élément du projet L ici, UBS, le caractère disons, de la géométrie de la place, on voit que l'auge est parallèle ici à la place, l'auge se plie, avance un tout petit peu, vous le verrez formellement au-dessus du M2,
Elle agit de la même façon de l'autre côté, on a pratiquement une symétrie de l'ouvrage, et là, l'auge est perpendiculaire à la route qui passe en dessous. Et puis on arrive sur un tumulus fait avec les déchets d'excavation du M2, une colline artificielle qui sera plantée, et puis un parcours en pente ici ou par escalier qui nous ramène à la zone de loisirs. Donc un certain automatisme, bien sûr que les objets ont toujours un enjeu de forme à la fin, mais un certain automatisme dans la recherche de la forme avec cette symétrie de cet objet. Et puis un objet qui a pu supporter justement passablement d'évolution tout en respectant ce caractère-là, puisque il a été réduit pratiquement de moitié dans sa largeur, les piliers n'existaient pas, ils étaient autrement il y a encore une année, et voilà, l'objet a su, je dirais, supporter ces adaptations. Donc l'auge en bois qui prend place dans la structure béton. Donc une structure assez complexe à coffrer pour les ingénieurs. Je passe assez vite, quelques éléments de la maquette. Le cheminement, il y avait cette volonté d'avoir un cheminement assez organique. On va vers une zone dite naturelle. Le bois de Sauvablin est assez artificiel, mais disons une zone dite naturelle. Et puis le chantier qui a commencé, là on voit, c'était il y a 1 mois et demi, le tumulus qui est en construction. Et puis peut-être plus intéressant, les piliers préfabriqués qui ont été mis en place, qui tiennent tout seuls comme ça. Et les profils, alors c'est pas du tout encore le revêtement bois intérieur, c'est les profils qui accueillent le coffrage qui va accueillir le béton, et le revêtement bois viendra après, mais on n'est pas loin de l'image finalement. Si on fait un peu abstraction, on n'est pas loin de l'image, sauf que ça sera horizontal et moins casse-gueule, mais de l'image finale de l'objet. Donc voilà les profils de coffrage qui reçoivent en ce moment les éléments de coffrage. Ça, c'est une partie qui est préfabriquée localement sur place à côté, parce qu'on ne peut pas couler du béton sur le M2. Et donc cette partie va être posée avec une énorme grue dans quelques semaines sur le M2. L'autre ouvrage prend place alors au sud de la place. On voit la fin de l'aménagement. Vous voyez que les bandes se sont réduites. Elles se trouvent dans la partie centrale maintenant. Un ouvrage donc de protection, notamment pour les riverains, de la nuisance de la route, des nuisances de la route, protection sonore, et puis de recoudre, finalement redonner un caractère paysager à cet espace, dissimuler, on pourrait dire aussi la route, c'est clair, la cacher peut-être, mais un ouvrage intéressant pour nous, parce qu'avec des contraintes, là aussi, finalement, un ouvrage courbe, un ouvrage en pente, et puis peut-être une spécificité, c'est que c'est un ouvrage qui est vu de l'extérieur, par le M2, mais en mouvement, ce qui est assez rare. On passe comme ça, il y a une fréquence assez importante de M2, du métro, et puis vu de l'intérieur, là aussi en mouvement, croisé, là aussi par les automobilistes. Donc c'est un enjeu important pour nous, l'idée de se dire, voilà, on va tout le temps être en mouvement, soit à côté, soit dans cet objet. Et puis cette question de la pente et de la courbure. Alors, je suis désolé, les plans sont peut-être un peu petits, mais la question de la pente, donc le profil, le tracé de la route était donné par les techniciens de la ville. Ne me demandez pas pourquoi elle est cassée comme ça, c'est un peu étrange, mais voilà, c'était une donnée. On aurait pu coffrer courbe, c'est toujours un tout petit peu plus compliqué. On s'est dit, mais finalement, si on travaille des facettes, alors on est beaucoup d'architectes sont intéressés par ce travail-là en ce moment, on voit des origamis partout. Mais au-delà de l'intérêt pour la forme qui est réel, ce qui nous semblait intéressant, c'était le rapport à la lumière, à la vitesse et au mouvement. C'est-à-dire que si on a un travail par facette, on a une perception extrêmement changeante avec le mouvement. Donc on a géré la courbe avec des facettes, c'est ce qu'on voit là. On a géré la courbe du côté des piliers, du côté de la partie ouverte. Simplement, vous voyez, les piliers sont tous dans la même géométrie, mais ils s'écartent légèrement. Ils prennent de la distance, là c'est un pilier, ça c'est l'autre pilier, ils prennent la distance les uns par rapport aux autres pour gérer la courbure en fait. Et puis au niveau de la dalle, je suis désolé on le voit peut-être pas très bien, mais on joue sur des surfaces horizontales et des surfaces qui ont le double de la pente de la route. Donc là aussi on travaille des facettes. Donc là aussi quelque chose d'assez compliqué à coffrer et à dessiner, même pour nous. On a quelques surfaces gauches, mais avec le coffrage, vu la grande échelle, on arrive à les gérer. Vous voyez une coupe, et puis bon, un point de raccord, là aussi qu'on ne pouvait pas travailler, qui était le point de raccord au viaduc du M2, qui est lui aussi légèrement en pente. Et puis là, vous avez les facettes de la dalle supérieure, par exemple. L'enjeu des piliers, donc voilà, l'ouvrage allait être réalisé en béton standard. On s'est juste bagarré pour pouvoir le coffrer planche, parce qu'on aime bien cette texture un peu, dimension presque organique que prend le béton avec les textures planches. Et puis pour les piliers,
on savait qu'on allait avoir une perception, notamment pour les automobilistes, essentiellement à contre-jour. Et les piliers étaient d'un autre ordre pour nous que le pli de la galerie. Et donc on a cherché un moyen finalement presque de les faire disparaître, parfois, en tout cas la nuit, au maximum. Et donc on a travaillé sur l'idée de les faire fabriquer, préfabriquer en béton avec des agrégats maîtrisés. C'est des agrégats anthracites, c'est des agrégats d'Arvel qu'on trouve dans le routier, dans l'enrobé en fait, c'est ceux qu'on met dans l'asphalte. Parce que vous savez que l'asphalte s'use avec les UV, le liant s'use et à la fin la couleur de l'asphalte est donnée par les graviers uniquement. Donc on essaye de contrôler une couleur entre guillemets foncée de l'asphalte et donc on utilise de plus en plus ces agrégats d'Arvel. Et donc on a proposé, ça nous semblait aussi intéressant de prendre cet élément qui est dans le tapis routier et de le travailler pour les piliers. Donc les piliers préfabriqués, là vous voyez les armatures, c'est que là qu'il y avait des enjeux statiques importants, on voit qu'il y a pas mal d'acier dans ces pièces, ont été préfabriqués. Transporté, chaque pilier fait 8 tonnes et mis en place sur site par la grue. Donc l'ouvrage terminé, il était ouvert dimanche soir dernier avec, alors on sent plus là les facettes de la dalle supérieure que celle du mur, mais suivant les moments de la journée, les rapports des fois changent et vous avez des perceptions changeantes de cet ouvrage, notamment lorsque vous êtes en mouvement dedans. Je vais passer assez vite. Perception nocturne. Voilà. Pas les yeux. Stratégie de développement. Le canton de Vaud, vous en avez beaucoup entendu parler, tous, je pense, attend 120 000, 100 000, 120 000 nouveaux habitants dans ces 20 prochaines années, je dirais, et à développer une politique de densification et de développement de ce qu'ils appellent des pôles secondaires, c'est-à-dire des pôles qui sont hors des agglos principales, c'est clair, du canton, mais qui sont extrêmement bien desservis par des transports publics. On a participé en 2007 à une procédure d'abord sur dossier, ensuite en 2 tours de concours pour la stratégie de développement de Palaisieux, qu'on a remporté avec Biol Conseil, Citec et EDMS. Qui consistait donc à réfléchir et à proposer une stratégie de développement pour, à l'époque, les objectifs du concours étaient plus généreux que maintenant, je dirais, pour une croissance de plus de 2005 à 3000 habitants, en fait. Ce qui est énorme pour une commune comme Palaisieux qui a moins de 1000 habitants. Donc c'est doubler, tripler la taille de la commune. Palaisieux, c'est une situation assez particulière sur le plateau suisse. C'est une gare, pour ceux qui prennent le train entre Lausanne et Fribourg ou Berne ou même Zurich, parfois les trains s'arrêtent, il y en a un certain nombre, je crois 4 par heure qui s'arrêtent à Palaisieux, donc une desserte transport public super performante. Un arrêt TPF aussi, il y a les trains TPF qui arrivent, il y a des cars postaux, des bus TPF, enfin c'est un lieu étonnant, une sorte d'interface comme ça à la campagne. Et puis surtout, une situation urbaine un peu étrange, schizophrène là aussi, c'est-à-dire un village historique, je suis désolé, il est coupé, le village historique de Palaisieux qui est là, et finalement un village qui s'est développé le long de la route cantonale et de l'infrastructure ferroviaire. On voit ici cette sorte de cordon urbanisé qui s'est développé avec l'arrivée du train. Les gens avaient peur du train au 19e, les gens de Moudon ont refusé le train. C'était le diable. Le train est venu à Palaisieux. Les gens de Palaisieux ne le voulaient pas trop proche du village. On l'a placé là, et aussi sur le long des contraintes topographiques, c'est clair, mais on l'a voulu loin parce qu'on en avait peur et c'était une nuisance. Donc finalement, une commune qui a deux pôles, qui a 2 centres, une situation urbaine un peu étonnante. Et puis un paysage entre deux, selon nous sublime, avec pourtant toute une zone ici qui était dévolue uniquement à de l'artisanat, enfin sous forme soit déjà planifiée, soit de zone intermédiaire, mais c'est une zone qui allait à terme malheureusement se remplir, et l'envie plutôt de conserver finalement cet écart paysager, mais qui pour nous pouvait être un lieu de connexion entre ces 2 entités. Donc là on a détourné un précepte, une phrase de Colas lorsqu'il a fait le concours de Melun-Sénart, où il intervenait dans un territoire aussi agricole, magnifique, et cette idée que finalement il fallait se rendre aux qualités qui étaient là, et que c'était effectivement assez difficile d'imaginer dans des qualités paysagères présentes bâtir une ville ou une urbanité. Ou disons qu'il fallait le faire, mais selon certaines modalités. Et là, on est dans cette plaine dévolue à l'artisanat et à l'industrie. Là est en train de se construire le futur centre carcéral pour mineurs, ici. Et donc, nous, on y voyait une certaine poétique et donc l'idée de conserver ces qualités paysagères. Donc là, schématiquement, les 2 polarités
le village, avec ses constructions existantes, la ceinture, entre guillemets, le cordon urbanisé de Palaisieux-Gare, quelques entités, notamment artisanales ou industrielles et agricoles, de fermes, dans ce paysage. L'idée, finalement, peut-être de densifier un peu ces programmations, c'est clair, pas de les refuser, mais de conserver finalement un vide paysager qui persiste entre ces deux entités. Ah. J'ai un petit souci, j'ai pas d'électricité. Il va lâcher. Est-ce que Cyril, je sais pas si c'est juste pour pas qu'on se fasse embêter. Il est branché, mais visiblement le truc n'est pas. T'es sûr que c'est pas là? C'est pas l'électricité qui est en scooter. Attends. Ça marche là? C'est pas le bon plug, ça, non? Si. Ouais. Attends, ce qui est peut-être possible, c'est qu'il y ait un des trucs qui ne marche pas. Ouais, c'est bon. Pardon. Donc, des stratégies de développement assez claires. Refuser les zones villa, l'extension de la couronne du village existant, historique. Donc, densifier finalement les poches vides existantes. On le voit peut-être pas très bien, mais c'est ces pastilles gris clair en fait. Donc, opérer dans finalement une définition spatiale qui est existante, pas l'étendre. Et puis, à l'inverse, renforcer la ceinture développée urbaine à Palaisieux-Gare, donc celle existante, conserver finalement la trace de ce vide qui existe au milieu de cette ceinture, conserver une trace de cette histoire-là, d'une certaine façon, avec un vide structurant au milieu de ce développement. Une sorte de logo qu'on avait développé au moment du concours, avec les deux polarités qui étaient à la fois dissociées, mais en même temps reliées par une qualité paysagère énorme, qui est celle du cordon boisé autour de la Broye, le long de la Broye, qui est assez belle à cet endroit, et puis la ligne de chemin de fer qui part ici vers Berne, mais qui part ici vers Payerne et qui propose un arrêt, donc aussi un mode de connexion entre ces deux entités. Donc voilà le plan masse du concours, volontairement en blanc le bâti, la dimension paysagère qui est assumée, c'est un projet fait par le vide, et puis l'idée de conserver ce grand vide structurant, finalement la trace, garder une des grandes dimensions, cette grande profondeur en fait. Bien sûr que ce vide était beaucoup plus large avant, mais garder au moins une de ces dimensions pour conserver l'histoire, la mémoire de ce lieu. Ne pas faire la ville, peut-être une ville ou une extension urbaine comme on le ferait dans la suburb, mais peut-être assumer un caractère un tout petit peu différent qui respecte l'histoire rurale de ce lieu. Donc le plan masse du concours. Et puis le plan masse actuel, donc le projet, le PPA va être déposé ici à Noël. Le plan masse a un tout petit peu évolué, le précommun s'est un tout petit peu déplacé. Et donc là aussi l'enjeu, vous voyez ici une représentation de bâtiments, mais on ne va surtout pas dessiner les bâtiments. Ce qu'on va dessiner, c'est bien sûr le précommun, et c'est ce réseau d'espace public qui assure de la perméabilité, qui assure de l'espace public. Donc finalement, on va dessiner le vide dans ce projet. En essayant d'être le moins possible restrictif et directif au niveau des règles de construction. Il y a deux types de morphologie, deux types de densité. À droite, des densités un peu plus fortes, à gauche, des densités un peu plus faibles, qui sont plutôt de l'habitat groupé, qui sont contenus dans des clos paysagers. Les contours bruns que vous voyez roux sont des haies paysagères qui définissent des clos, qui nous permettent finalement de générer entre deux cet espace public, dans des structures qui seraient habituellement plutôt proches de zones de villa où on a une perte totale d'espace public. Et puis dans les structures à moyenne densité, là on a, c'était le slide d'avant, là on a effectivement un réseau ouvert au niveau des rez-de-chaussée. Le précommun qui sera l'élément identitaire de ce nouveau quartier. Espace public en fait référent pour le nouveau quartier, mais également pour la commune, à l'échelle en tout cas de la commune. On l'a dit, on fait aussi des petites commandes. Petites commandes privées, classiques d'architectes, des transformations notamment. Donc là, on est à Échandon, tout près d'ici, donc un village de la suburb entre Lausanne et Morges, classique. Et puis par contre un objet étrange, une ancienne tour du 16e, qui était un grenier à grains du château d'Échandon, transformé en logement au 19e, transformé jusqu'aux années 50. Un peu maladroitement, donc vous voyez des qualités assez faibles de domesticité, de confort, de lumière, et puis surtout que 2 étages habitables. Pourquoi ? Parce que
la dernière transformation, n'avait pas osé investiguer les combles. Là, vous voyez l'image des combles. Et entre le plancher et la poutraison des combles, on avait à peu près 1,70 m. Donc l'impossibilité de se tenir dans cet espace. Donc finalement, un espace extrêmement exigu, 25-28 mètres carrés au sol, et la volonté de gagner de l'espace. Donc là aussi, comment faire un projet, je dirais, avec des données. Donc les données, augmenter la spatialité, rénover complètement le bâtiment qui était plus du tout adapté aux normes de confort habituelles, de maintenant, et tout en respectant finalement l'enveloppe qui nous était demandée par les monuments et sites. La substance intérieure les intéressait pas. Par contre, le gabarit ne pouvait pas être augmenté, la tour ne pouvait pas être surélevée. Donc on a supprimé le plancher pour recréer, vous allez le voir, un meuble, supprimer tous les escaliers et vider complètement la tour pour recréer une structure réutilisant partiellement le premier plancher et générant un deuxième plancher. Une structure de connexion qui gère les différents espaces et qui crée un troisième espace habitable en haut. Donc l'intervention, elle s'est bornée à un meuble, donc vous le verrez après dans les images. Le projet, il est relativement en retrait, tout est blanc à l'extérieur, et puis on a un meuble très matériel en bois, en panneaux 3 plis, Mélèze, qui régénère les spatialités entre espaces, l'entrée, le WC, la porte du WC, la garde-robe qui ferme un peu la cuisine. Donc là, c'est un peu le séjour public, là où je reçois les amis, entre guillemets. Et puis l'escalier qui monte dans les étages, avec le principe du nouveau plancher qui descend d'une certaine façon devant les ouvertures historiques, qui pour certaines avaient été fermées, au 19e, les ouvertures historiques du grenier à grains. Donc là, on est à l'étage, on est arrivé ici, une chambre, une salle de bain, donc le meuble qui sépare la salle de bain de la chambre. Puis de nouveau, on touche au minimum finalement la substance, les murs du bâti existant. Là, on voit l'astuce devant les fenêtres, c'est clair, on est plus bas que la hauteur des fenêtres, donc ça crée une spatialité, mais qui est assez finalement intéressante pour nous. Et puis donc ce nouveau plancher qui mène à un séjour entre guillemets privé, le séjour où peut-être qu'on regarde la télé, on lit, on écoute de la musique, donc une sorte de grand meuble avec différentes fonctions. On peut s'asseoir ici, on peut ranger là, on peut travailler ici, il y a une bibliothèque là, donc un élément qui tourne avec différentes fonctions et qui permet de récupérer une hauteur habitable sous la poutraison. Donc un projet qui de l'extérieur montre rien, on n'a rien fait à l'extérieur, il n'y avait pas de raison de marquer quoi que ce soit à l'extérieur. Et puis à l'intérieur, on assume, il y a un côté très rustique avec le bois plein de nœuds, parce que il n'y avait pas non plus énormément d'argent pour faire, donc c'est des panneaux très qualité inférieure entre guillemets. Mais cet objet, ce meuble, qui répond un peu de façon presque automatique aux différentes fonctions, qui sépare les espaces, qui les relie aussi. Et puis en périphérie, on a bien dû faire une nouvelle cuisine, donc elle est blanche puisque toute la périphérie est blanche et qu'il fallait mettre le minimum d'emphase sur la périphérie. L'escalier qui monte, là on est dans la chambre. On se glisse à votre droite dans la salle de bain, voilà. Et puis on arrive en haut avec le meuble qui devient un plancher, qui devient l'espace, et on a un espace récupéré, gagné, je dirais, sur la spatialité précédente, où on peut se tenir. On a un peu moins de 2 mètres sous la poutraison. Donc des projets de transformation aussi plus classiques. Une pratique de concours, c'est bien clair. On a beaucoup grandi avec les mandats publics. On a mis pas mal de temps à avoir des mandats privés. Donc un concours, le gagnant est dans la salle, c'est une formule magique. Donc, t'as vu, j'ai mis 2e prix, Alvaro. Métamorphose, donc un concours qui a fait couler beaucoup d'encre, parce que c'est un concours important pour l'avenir de Lausanne. Un 2e prix, la place du Cocu, c'est la place certainement la plus embêtante dans ce type de concours. Concours fait en association avec Vivo, qui est un bureau d'architectes paysagistes à Zurich, et nos amis de DMS, ingénieurs. Donc les plaines du Loup, vous connaissez. L'enjeu du stade, il faut quand même oser le dire. Le stade marche mal, etc., c'est clair, mais le principal enjeu, c'est que vous avez une vue sublime ici. C'est une acropole, donc les logements de luxe pour les contribuables à haut revenu vont se créer là, et la ville en a besoin, entre guillemets. Donc c'est surtout ça l'enjeu de le démolir, c'est de récupérer une situation où vous avez une vue à 180 degrés sur l'arc lémanique, qui est sublime. Mais un caractère qui nous intéressait, qui est étonnant, c'est cette acropole, justement, avec un espace en positif et presque en négatif ici, où on est presque un peu en creux, mais disons une topographie, là aussi, horizontale, ce qui est assez unique à Lausanne, et pour nous assez symbolique finalement
de l'arrière-pays, de ce Gros de Vaud qui rentre à cet endroit jusqu'au cœur de cette grande paysanne, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelait, Lausanne au 19e, de cette ville qui assume peu d'être une ville d'une certaine façon. Autre élément référent pour nous, Godard a produit un film sur Lausanne. Je ne sais pas si les étudiants de l'école le voient toujours, mais à l'époque c'était presque obligatoire, on nous le montrait. Avec donc un titre, Lettre à Freddy Buach, c'est le titre du film, mais avec quelque chose qui revient de façon obsessionnelle chez Godard. Ça, c'est 3 images tirées du film sur cette idée de 3 couleurs à Lausanne. En haut le vert, en bas le bleu, au milieu le gris. Donc une ville prise entre le paysage, la campagne et le lac, d'une certaine façon. Et dans la situation qui nous intéresse, effectivement, pour nous, je dirais, on est en frange, en bordure, et finalement cette présence, enfin cette avancée du plateau, puisqu'on est dans un ordre horizontal qui rentre dans la ville, ce doigt, là on l'a détourné avec une image de collage, mais qui était réel jusqu'au 19e, c'est-à-dire des champs qui étaient cultivés, parce que c'était des situations assez exceptionnelles à proximité. C'est clair que le centre n'était pas là, mais à proximité du centre, et puis des champs qui sont devenus des champs de loisirs, puisqu'on y trouve des terrains de sport. Et des champs qui devenir des champs à bâtir, en fait, dans le projet. Donc un projet qui, finalement, a essayé de définir, parmi ces champs, des espaces à ne pas construire, je dirais, s'engager plutôt sur une définition du vide, en se disant, de toute façon, ces procédures sont longues, ces processus sont longs, l'urbaniste qui gagne ne va pas réaliser les bâtiments, vous n'allez pas maîtriser la qualité de l'architecture qui viendra sur ce lieu. Donc finalement, ces champs à bâtir, vaut mieux les définir par un vide structurant dans lequel on mettra des programmes publics et laisser le plus de liberté. Donc dans le concours, on est allé assez loin. D'habitude, on vous interdit les variantes dans les concours de projets, de bâtiments. Et là, comme il n'y avait pas de mention qui interdisait des variantes, on a produit des variantes parce qu'on en avait, je dirais, pas grand-chose à foutre des volumétries qui étaient proposées dans le concours. C'était pas important pour nous. L'important était de fixer, de gérer ce vide entre ces champs à bâtir. Donc ça, c'est des images tirées des planches du concours. Et puis par contre, une programmation de ces champs vides avec les programmes publics. Donc c'est clair que le vide n'est jamais vide. Le vide, c'est des infrastructures peut-être scolaires, des infrastructures de loisirs, des modes de transport, etc. Et d'ailleurs, dans les modes de transport, peut-être aussi une singularité du projet, c'est-à-dire le contour du projet était celui-ci. Et on a vraiment pris, je dirais, la liberté de déplacer légèrement le tracé du tram qui lui suivait la route existante ici, pour le mettre l'arrêt dans un de ces champs, espace public, entre guillemets, vide. Le plomas du concours qui peut-être est un peu difficile à lire par vous avec le beamer, mais qui assumait ce caractère excessivement paysager. Et puis quelques images atmosphériques. Là, justement, le lieu où on détournait le tracé du tram pour vraiment le ramener dans le quartier. On a des situations de ce type-là à Bordeaux, notamment, où le tram traverse des parcs publics. C'est magnifique, c'est des situations très très belles. Donc voilà, on est dans cette situation-là de l'arrêt du tram. On était censé illustrer avec une coupe au 200 quand même. C'est toujours un tout petit peu ambigu dans ce type de concours, mais on a quand même produit un type, mais l'enjeu n'était pas là. Et puis une autre image atmosphérique dans le lieu où se trouve actuellement le stade, où on conservait une sorte de vide, mémoire du vide du stade préexistant. Voilà, j'arrive au dernier projet. Beaumont, donc un projet plus classique, villa urbaine 4 en 1, on l'a appelé comme ça. On est dans une situation à Lausanne. Vous avez ici la station M2 du CHUV, le CHUV, donc la cité hospitalière, et puis une ancienne campagne qui avant avait cette dimension-là. Ces parcelles ont été vendues, celle-là très vite, celle-là dans les années 60. Une ancienne campagne lausannoise. C'est une campagne, c'était des maisons finalement bourgeoises, construites par les gens, la bourgeoisie lausannoise, hors les murs de la ville, pour y aller le week-end et en période estivale. Donc des maisons qui souvent cherchaient dans leur expression à s'inscrire dans une idée d'une ferme, une sorte de fermette comme ça, hors la ville, où on allait en villégiature. Et comme ces maisons étaient souvent partagées, on voit une photo de la campagne de Beaumont, là c'est vraiment la campagne de Beaumont ici, certainement fin du 19e.
on comprend qu'elle était partagée par plusieurs membres d'une même famille. C'est une maison qu'on partageait entre frères, sœurs, parents, etc. Et donc finalement, déjà une villa urbaine, c'est-à-dire cette maison qui n'a pas de balcon, qui s'exprime comme une entité, et en fait une maison qui a toujours été conçue comme une sorte de PPE par étage, hein. C'est-à-dire que vous avez une cage d'escalier commune et vous avez 3 logements superposés. Donc elle date de 1850, elle était déjà dans cet esprit-là. Donc nous on arrive dans ce contexte avec, on voit juste, là ça c'est marrant parce que maintenant il y a 2 cèdres qui ont été plantés par là, oui il est là, et ces arbres sont juste sublimes et énormes actuellement. Donc on arrive dans ce contexte avec une typologie, une villa urbaine déjà, un bâtiment qui est lourd, qui est minéral, qui est percé. On n'a pas de fenêtre en longueur, c'est bien clair, on est dans une écriture 19e, mais c'est assez important de le dire parce que vous verrez que nous on aime bien entre guillemets prendre ce qui est là justement, et ces données-là, elles ont formalisé aussi le projet. L'autre donnée, donc on a pu effectivement travailler sur la pointe de ce terrain. L'autre donnée était la dimension typologique. On ne pouvait pas réaliser, c'était pas l'objectif, un seul appartement, entre guillemets, enfin une maison individuelle sur cette parcelle. Et très vite, très tôt est arrivée l'idée qu'il y avait un potentiel pour faire 4 logements. Comment finalement travailler une typologie qui offre les qualités du logement individuel, mais dans un bloc collectif en fait. Et en faisant abstraction de la forme, en nommant ces qualités, on est arrivé à la conclusion que pour nous, en tout cas, les qualités du logement individuel, c'était quoi? C'était d'avoir une entrée indépendante, c'était d'avoir un rapport à un jardin, c'était d'avoir un développement de la typologie sur toute la hauteur du bâti. Alors bien sûr que de vivre sur un seul niveau, c'est aussi une qualité énorme, mais le territoire suisse est d'une part relativement exigu, donc c'est des situations assez rares, et surtout la typologie verticale, elle nous intéressait parce qu'elle permet des dissociations assez faciles et assez claires entre les espaces publics et les espaces privés, la sphère des parents, la sphère des enfants, etc. Et donc, travailler cette typologie verticale, donc offrir finalement le rapport au sol, le rapport à l'air avec les étages supérieurs, et puis offrir toutes les orientations. Ça nous semblait être les qualités qui définissent une maison individuelle. Et donc on a travaillé des typologies, vous le verrez, qui commencent tout en bas, offrent en tout cas pour 3 sur 4, parce que 3 sont dévolus à du logement et une est un bureau, offre la qualité du rapport direct au jardin, offre un rapport sur toute la hauteur du bâtiment et toutes les orientations. La seule référence qu'on a trouvée après coup, c'est Didier Chaland, qui était doctorant dans cette école, qui m'a sorti une fois ça. C'est ce projet en fait de Léonard da Vinci, qui est un projet bien sûr non construit, d'un immeuble locatif. C'est les seules données qui existent autour de ce projet, où vous comprenez que là, autour d'un plein, nous on a créé une spatialité autour d'un vide avec ces escaliers, mais là autour d'un plein, on a 4 escaliers qui sont superposés d'une certaine façon, imbriqués les uns dans les autres. Là, vous voyez les 4 vides des 4 lots, en quelque sorte, qui tournent autour de ce vide central. Donc, vous voyez là, en fait, les 4 spatialités des 4 logements. On va les appeler logements quand même. Et puis, là, dans ce modèle, leur imbrication, on peut suivre avec les couleurs cette imbrication. Donc, forcément, cette imbrication, elle génère des percements, des ordres de percements qui peuvent paraître aléatoires. C'est là où cette donnée du contexte de la maison de la campagne 19e était importante pour nous. On l'a dit, la maison était lourde, minérale. On a fait donc un bâtiment lourd en béton. La maison était percée. L'archétype du trou, c'est la fenêtre carrée. Et donc, on a défini 4 tailles de fenêtres qui paraissent un peu jetées n'importe comment quand elles sont mises dans la façade comme ça, mais qui sont assez logiques au vu de l'imbrication et au vu des différents types d'espaces qu'elle travaille d'une certaine façon, les grandes fenêtres étant plutôt effectivement dans les séjours et les plus petites dans les parties chambres des logements. Dernière chose, la forme, elle est heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, c'est un peu égal, assez dans la tendance, c'est-à-dire c'est un caillou, c'est une forme un peu organique, mais elle est de nouveau uniquement résultante. Vous voyez là, enfin on le voit pas bien, mais il y a un contour un peu orange, c'est les limites du PGA qui sont là, donc la forme épouse les limites du PGA ici. Elle est au maximum des contraintes légales, réglementaires, donc du vide, entre guillemets, réglementaire, les 12 mètres qui sont ici. Et puis les angles tronqués correspondent à des servitudes de droit privé qui ont été passées avec les propriétaires ici pour ménager, maximiser, entre guillemets, les échappées visuelles, les vues, y compris le toit qui est tronqué, qui est issu d'une servitude privée. Donc la forme est là aussi complètement résultante, et je dirais que c'est plutôt un projet qui vient de la typologie que de la forme. Je vais passer assez vite sur les plans. L'espace d'entrée, donc on rentre ici et vous avez la cour, c'est 4,50 m par 4,50 m sur 14 mètres de haut sur ce côté-là. Et les 4 entrées, donc là, un logement, 2 logements, 3 logements,
un bureau ici. Le bureau est une exception, il trouve son premier escalier ici, parce qu'il fallait bien sûr enlever un premier escalier pour pouvoir rentrer, mais ensuite il reprend la logique des autres appartements. Et donc les typologies s'imbriquent successivement en montant autour de ce vide central. Je passe assez vite sur les différents plans. Pendant la phase de projet, on a là aussi demandé à Christian Bertissot d'intervenir dans l'objet en lui laissant la liberté de la zone d'intervention. Il a proposé là de suspendre ce mot, room, dans l'espace central. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ce mot nous sert aussi à gérer, je dirais, l'acoustique de cet espace qui est assez réverbérant et à gérer aussi, bien sûr, les rapports de vue, parce que depuis les escaliers, bien sûr, vous voyez toujours dans les escaliers des autres lots, mais c'est une dimension qui nous paraissait importante, intéressante, cette idée, comme on l'a aussi dans une certaine densité à Paris ou dans des villes un peu plus denses que bien sûr que Lausanne, où sur cours, bien souvent, on a la présence de gens que parfois on ne connaît pas, mais dont finalement on vit à côté, on vit avec le sentiment presque de se connaître. Tiens, il est là, elle est là, la lumière est allumée, il n'est pas là. Enfin, ce sentiment un peu d'urbanité, de la présence de l'autre. Alors on assume ça, mais d'une certaine façon, le mot, les lettrages nous aident aussi à casser un tout petit peu la vision. Dernière chose, donc on l'a dit, bâtiment en béton apparent, on était dans un ancien parc, vous l'avez vu, une ancienne campagne. On voulait assumer cette dimension un peu organique de ce lieu, on savait qu'on allait avoir un projet de plantation, un projet de jardin autour de cet objet. On a travaillé donc un bâtiment qui prend sa couleur référente dans la couleur des arbres, donc une sorte de brun gris, un peu moins coloré que sur le dessin qui est là, dans la réalité. Et puis, comme on l'a dit, les typos étant imbriqués, très vite est venue l'idée de se dire que peut-être ça serait bien de pouvoir assumer, de reconnaître sa typologie en façade. Donc c'est un seul béton, simplement on a deux types de coffrage qui ont été utilisés, parce qu'il y avait, là aussi il fallait disons, être assez économique dans les moyens pour arriver à des textures différentes. Donc il y a deux lots qui ont été coffrés planches. C'est un tout petit peu plus cher maintenant. Et puis deux lots qui ont été coffrés avec les banches classiques métalliques. Et ces deux coffrets métal, entre guillemets, un a été hydrogommé. C'est le brun qui est ici, en fait. L'autre a été sablé, c'est celui qui est un peu plus orangé dans ce dessin-là, qui est ici, en fait. Donc là, vous pouvez suivre les typologies dans le déplié. Et puis les deux coffrets planches, un a été laissé brut, nature, et l'autre a été légèrement lasuré. Donc il prend la lumière un tout petit peu différemment. Donc voilà l'objet, une sorte de millefeuille là. C'est la photo, elle est volontairement un peu tordue. C'est la façade arrière sur le bâtiment existant. Mais c'est un objet qui, avec cette forme résultante, a des perceptions assez changeantes en fonction de ses points de vue. Il est parfois très étroit, très vertical, parfois très large. Et là, vous pouvez notamment suivre cette typologie qui monte, par exemple, qui est ici. Cette typologie qui est là, qui en fait apparaît ici, en façade. Enfin, voilà, ce travail qui est pas, entre guillemets, oui, qui est décoratif, mais qui est de nouveau automatique. C'est pas un choix subjectif d'un dessin sur la façade, c'est les typologies qui apparaissent. Là, on voit un peu mieux cet enjeu de la lasure, entre guillemets, qui est un peu différente de celui qui est là. Ouais, ça dépend un tout petit peu de l'ensoleillement. Et donc cet objet qui a repris ces données, bâtiment lourd, percé, automatisme de la forme de nouveau, donc je l'ai dit au tout début, voilà, il y a des bâtiments avec des toits, des bâtiments sans toit, des bâtiments en polycarbonate, des bâtiments en pierre, enfin, c'est à chaque fois l'idée d'être plutôt dans une recherche d'une stratégie de projet qui par ses automatismes vous libère le plus possible de la subjectivité. Et pour nous, on est une douzaine dans le bureau, c'est évident que ces processus sont toujours longs et que c'est le seul moyen de les travailler en pool, enfin en équipe, c'est-à-dire moins la subjectivité est présente dans le projet, plus c'est facile de l'appréhender et de se l'approprier dans les teams de projet, les différentes personnes qui travaillent sur un projet. Je passe assez vite sur ces images.
Et donc on rentre. Et là on arrive dans cette cour qui est essentiellement miroitante, avec le mobile de Tissot. Voilà. Et tout ça, bien sûr, c'est un travail de plusieurs personnes. C'est pas un travail tout seul. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante.